Alors, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va démarrer ce webinaire maintenant. Je voulais vous souhaiter le bonjour à tous et puis vous dire qu'on était ravis de vous accueillir sur ce 5e webinaire qui est dédié à l'essentiel des pompes et des lecteurs glycémiques. Une grande thématique. Je vais juste me présenter aussi. Moi, je suis Adélie Notcoeur, je suis infirmière clinicienne et je suis responsable pédagogique chez Santé Académie. Et donc, pour ce webinaire, je serai accompagnée de Hanan Rabelli, qui va nous animer en fait tout ce webinaire. Elle est infirmière diplômée d'État et elle est spécialiste en diabéto. Bonjour Hanan. Donc Hanan, tu es en fait infirmière, experte en diabéto. Bonjour. Bonjour. Tu as déjà aussi écrit un livre en fait, Faire face au diabète de type 1. C'est vraiment le diabète de type 1 qui est important aussi pour toi, que tu Tout as à fait. publié en 2019 aux éditions Ellipse, qui sont. Et puis tu es aussi formée à l'éducation thérapeutique du patient, qui est vraiment, je pense, aussi une discipline qui est importante quand on suit des patients avec une pathologie chronique, dont le diabète. Avant de rentrer en fait dans le vif du sujet du webinaire, je vais juste profiter pour vous dire quelques mots sur Santé Académie. En attendant comme ça que tous les participants nous rejoignent. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool. Donc juste pour vous présenter en fait Santé Académie. Santé Académie, c'est une plateforme de formation en ligne pour les professionnels de santé. Et notre mission, c'est en fait de vous permettre de vous former tout au long de votre vie, pour ne pas être justement démunis par l'explosion des connaissances médicales, paramédicales. On sait bien que dans notre métier, il y a beaucoup d'évolutions au fur et à mesure des années et qu'il faut toujours avoir cette mise à jour. Donc ça, c'est super important. Et donc, Santé Académie va justement vous aider un petit peu pour tout ça. Et puis, l'idée, c'est aussi de se retrouver là actuellement 3 fois par mois pour échanger sur un sujet précis avec un expert reconnu. Et donc surtout, vous n'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions tout au long de la présentation. On va toujours prévoir un temps à la fin en fait pour répondre directement aux questions. Alors vous pouvez poser vos questions via le chat qui est sur votre droite. Alors n'hésitez pas. Et voilà, là je vois qu'on commence à être de plus en plus nombreux. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on va présenter actuellement aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, notre programme, on va revenir donc sur les pompes et les lecteurs glycémiques, grande thématique, car on sait que le diabète, en fait, c'est un sujet qui est vaste. Souvent, les patients sont quand même pluripathologiques et on a choisi du coup d'explorer dans ce webinaire les univers aussi des pompes, des lecteurs glycémiques, parce que ce sont des choses qu'on voit de plus en plus chez nos patients. Et pareil, il y a eu une évolution, il y a eu vraiment quelque chose, au fur et à mesure des années par rapport aux toutes premières pompes. Maintenant, on est quand même sur du truc high-tech. Donc, Anan va pouvoir justement vous présenter ça. Et au domicile, du coup, vous retrouvez de plus en plus de références aussi de pompes. Donc, vous verrez qu'il y a plein de gammes, que c'est connecté, pas connecté, qu'il y a la notice, qui est facile ou pas. Mais en fait, toutes ces pompes, c'est vraiment ce qui se fait actuellement. Et on va éclaircir un petit peu le sujet, enfin surtout Anan. Et heureusement, voilà, sur ce programme du webinaire, on va faire un peu le point sur l'actualité du diabète. Mais aussi, on va découvrir les nouvelles pompes. On va savoir aussi comment utiliser les lecteurs glycémiques. Et puis, Anan nous a aussi concocté des cas pratiques. Donc ça va être super chouette. Et puis, ce fameux temps des questions-réponses, on essaiera de répondre un maximum de questions. Et puis, avant de laisser la parole à Anan, tu vois, Anan, moi aussi, je suis bavarde. Je vois ça. N'hésitez pas une nouvelle fois à poser vos questions sur la droite et on va proposer aussi des sondages dans le webinaire il y aura un petit intitulé dans la slide et n'hésitez pas à y répondre, ça va être super interactif comme ça.
Et puis, écoute, Anan, j'oserais dire c'est à toi maintenant. Bon webinaire à tous. Et puis, on se retrouve à la fin avec moi et Anan pour répondre justement à toutes vos questions. Allez, bon webinaire. Bonjour, merci Adeline pour la présentation. Bonjour à tous et à tous à ce webinaire. Donc, j'espère qu'il répondra à vos attentes. L'idée, effectivement, c'était de balayer un petit peu tout ce qui était bon à savoir concernant les nouvelles pompes à insuline et les lecteurs de glycémie. Et de répondre à vos questions, bien évidemment, à la fin de ce webinaire, parce qu'on sait que la prise en charge du diabète, elle évolue de plus en plus, que même les types 2 commencent à avoir de plus en plus de pompes à insuline et que c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus. Donc, on va commencer au fur et à mesure. Donc, du coup, hop là, voilà. Donc, d'abord, un petit rappel sur le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, comme vous le savez tous. Donc, tout le monde voit, je pense, oui. Donc, le diabète de type 1, donc, c'est une maladie auto-immune qui résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. Donc, le principe est très simple. Vous apportez du glucose via votre alimentation, qui normalement passe par le sang, qui doit passer dans les cellules pour pouvoir être utilisé. Quand ce n'est pas possible, en fait, quand il n'y a pas cette insuline qui permet de faire transmettre, donc vous l'avez un petit peu sur ce schéma-là, quand vous n'avez pas cette insuline qui permet d'extraire ce taux de sucre dans le sang aux organes, le taux de sucre dans le sang ne cesse de s'accumuler et c'est là qu'on développe un diabète de type 1 puisqu'on a des hyperglycémies qui conduisent à une cédose, puis à une acidose, puis à une hospitalisation. Dans le diabète de type 2, la différence, c'est qu'il y a la sécrétion d'insuline, elle est présente, sauf elle est soit complètement difficilement productible, soit elle est gênée par tout ce qui est apport de matières grasses, etc., ce qui empêche la sécrétion d'insuline de bien fonctionner. Du coup, le taux de glucose, en fait, il a quand même du mal à s'extraire du sang et d'être diffusé dans les organes. Donc, pourquoi la pompe à insuline? Alors, Donc, la pompe à insuline, donc, il s'agit d'un système portable d'administration d'insuline, de perfusion sous-cutanée, et elle s'adresse surtout aux personnes insulinodépendantes, puisque la pancréas n'en sécrète plus. L'administration des besoins d'insuline est individualisée à chaque patient pour un meilleur équilibre glycémique. Donc, la première pompe à insuline programmable a été implantée en 1981 chez un diabétique âgé de 23 ans. C'était une première tout à fait réussie et vous allez voir que ça n'a cessé d'évoluer depuis. Et aujourd'hui, il existe différents types de pompes à insuline, mais leur fonction est toujours la même avec une fonction basale et une fonction bolus. Donc voilà pour l'évolution. Donc la première pompe de 1963, donc c'était un gros sac à dos, on va dire. Ensuite, 1977, 2011, pour les plus anciens d'entre nous, vous avez dû connaître la Medtronic Paradigm 554 et 754. Et aujourd'hui, en 2016, on en est à la pompe patch sans tubulure, complètement discrète. Donc, Medtronic. Medtronic, c'est l'exemple que je vous ai pris pour l'évolution de la pompe à insuline, puisque c'est celle que l'on retrouve ici entre 1963 et 2011. 2016 est un autre laboratoire. Et vous verrez que la pompe a bien évolué, puisque initialement, nous avions l'ancienne pompe Medtronic 754 et 554 qui a commencé à permettre une intégration de capteurs de glucose, donc on y reviendra juste après un petit peu plus, pour en fait la gestion des hypoglycémies. Ensuite, nous avons la nouvelle génération de Medtronic ici, qui a continué en fait, qui a développé l'algorithme dans la gestion des hypoglycémies et qui permet aujourd'hui à accéder à ce qu'on appelle la boucle fermée. La boucle fermée, c'était quoi? C'était la gestion en fait des alarmes arrêt avant hypo et des alarmes hyper. L'idée est que la pompe administre de manière automatique de l'insuline en cas d'hyperglycémie et arrête l'administration d'insuline en cas d'hypoglycémie. Donc là, on est actuellement en plein dedans. C'est une énorme avancée parce qu'elle va permettre de prévenir toutes les variabilités glycémiques et du coup, dans l'idée, c'est de limiter toutes les complications à venir. Donc dans le futur, en fait, ce qui est envisagé, c'est la pompe via smartphone. Donc la pompe connectée via smartphone, donc on n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, le marché des pompes. Donc aujourd'hui, on retrouve essentiellement deux sortes de pompes.
La pompe avec tubulure, telle que Medtronic, donc celle dont nous parlions à l'instant, Tandem et Ipsopompe. Il s'agit de cette pompe-là. Donc, c'est une pompe avec son algorithme intégré et ses paramètres intégrés, relié à une tubulure, relié à un cathéter. Donc, pour que ce soit un petit peu plus parlant que des images, je vous ai préparé un flash. Je pense que vous allez bien me voir normalement. Là, vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Parce que là, vous voyez. Bon, je pense que oui. Donc, voilà. En fait, ça, c'est la pompe à insuline. Reliée à la tubulure qui est ici. Et au bout de la tubulure, vous avez le fameux cathéter. Donc, ça, c'est pour la première génération, le premier modèle de pompe. Et le deuxième modèle de pompe, c'est celle-ci. C'est la pompe patch. Alors, avec le fond d'écran, voilà, là, on voit mieux. Donc, c'est vraiment cette taille-là, la pompe patch, qui est en fait commandée aujourd'hui avec la nouvelle génération. Elle est commandée en fait avec un smartphone. Je vais l'allumer pour vous aider la lumière. Avec un smartphone qui permet de contrôler cette pompe. Donc, si vous voulez, actuellement, on a en fait la comparaison. Alors, c'est pas évident avec le truc, mais on a ces deux pompes-là pour comparer au niveau des tailles. Donc, on est complètement sur quelque chose de vraiment très petit par rapport à ce qui existait. Donc, la pompe patch, elle est connectée via Bluetooth au téléphone que je vous ai montré au smartphone. Donc, une pompe à insuline, c'est quoi? Donc, c'est une perfusion sous-cutanée qui a deux fonctions, une fonction basale et une fonction bolus. La fonction basale, en fait, c'est l'administration continue d'insuline rapide et uniquement de l'insuline rapide, heure par heure, 24 heures sur 24. L'idée, en fait, c'est d'avoir le minimum d'insuline administrée. Donc, comme vous le savez tous, on a les glucoses qui est absorbé, qui existe via l'alimentation, mais il y a aussi le glucose qui est produit par le foie. Donc ça, c'est le glucose naturel qui est produit par le foie et il lui faut aussi de l'insuline pour compenser cette sécrétion-là. Donc, c'est l'insuline basale qui a ce rôle-là. Donc, elle administre un peu d'insuline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que tout simplement, c'est notre insuline de vie, on en a besoin pour vivre. Et vous avez la fonction bolus. La fonction bolus, c'est l'insuline qui est administrée au moment du repas. Donc, à chaque fois avant de manger, on va faire de l'insuline rapide, du coup, toujours, parce que c'est que de l'insuline rapide qui est à l'intérieur de la pompe, qui va s'administrer à l'instant T, donc au moment du repas, et qui va agir sur 2 à 3 heures en fonction de l'insuline active. L'insuline active, en fait, c'est la durée d'action de l'insuline une fois l'administration du bolus effectuée. En moyenne, c'est entre 3 heures, voire 4 heures. Aujourd'hui, on a des insulines ultra rapides, notamment la Fiasp, que sûrement certains d'entre vous connaissent. Et cette Fiasp-là, elle est actuellement valable sur certaines pompes à insuline, mais pas sur toutes les pompes à insuline. Notamment sur les pompes à insuline avec le capteur connecté, donc le fameux pancréas artificiel. Elle n'est pas actuellement encore validée pour la simple et unique raison que les études du pancréas artificiel ont été faites sur une certaine insuline. Donc, les algorithmes programmés, enregistrés ont été faits sur cette durée d'action d'insuline et non pas sur l'ultra rapide. Donc, je pense que ça va venir, mais on n'y est pas encore tout de suite maintenant. Donc, la surveillance glycémique, donc, elle est née dans les années 70. Elle sert principalement à contrôler et prévenir les déséquilibres et à adapter votre traitement. Donc, elle est très importante. C'est ce qui permet de savoir quel est le taux de sucre pour savoir non seulement combien d'insuline je dois administrer, mais également savoir si je suis bien équilibrée ou pas en fonction de mon minima et mon maxima qui a été conseillé par le médecin. Elle tient compte de la dose d'insuline, mais également de l'alimentation, l'activité physique ou non, effectuée à ce moment-là. Donc, il existe deux façons de faire des glycémies. Donc, soit en vérifiant un taux de sucre dans le sang. Donc, ça, c'est je me permets de dire vieux, mais ce n'est pas si vieux que ça finalement, puisque c'est les années 70. Donc, c'est des fameux systèmes avec lecteur, on ne voit pas, là, je crois qu'on voit, lecteur et autopiqueur, hein, comme c'est dessiné sur les écrans ici. Donc là, vous avez le mobile, la QCheck Performance Nano, celui-là, c'est le One Touch, et vous avez les deux autopiqueurs.
Donc, l'autopiqueur de droite, c'est l'autopiqueur à lancette à usage unique que vous devez changer à chaque instant. Celui d'à côté, c'est le FastClicks, la Q-Check FastClicks, qui permet d'avoir en fait un barillet de 6 aiguilles pré-intégrées dans l'autopiqueur, et ce qui permet en fait d'éviter de faire des changements d'aiguilles la journée, notamment au travail, quand on ne se promène pas avec une boîte à aiguilles. Ça permet d'avoir en fait une journée, 6 aiguilles en tout cas utilisables à ce moment-là. Et du coup, le soir, quand il rentre à chaque fois, il jette. À savoir que les aiguilles ne tournent pas automatiquement, c'est-à-dire qu'il faut faire une manipulation pour tourner l'autopiqueur à chaque fois. Et la deuxième façon de faire les glycémies, en fait, c'est en surveillant le taux de glucose dans le liquide interstitiel via un capteur de glucose. Donc, il faut savoir que les capteurs de glucose, celui-ci notamment, le Freestyle Libre, est assez récent, il date de 2015, je crois, quelque chose comme ça. Le gros avantage, c'est qu'il a énormément facilité la surveillance glycémique, notamment chez les tout petits, chez les enfants. Donc, il a été vraiment un vrai source d'espoir pour les parents qui faisaient des nuits blanches, qui ont pu enfin redormir un petit peu. Et l'idée, c'est d'avoir ce petit patch blanc sur le bras, de passer le lecteur devant le patch et d'avoir la courbe de la glycémie à ce moment-là. Donc, vous avez la courbe de la glycémie avec le taux de sucre dans le glucose, donc le taux de glucose dans le liquide interstitiel, mais vous aviez également la flèche de tendance. La flèche de tendance, c'est une nouveauté, puisque avant on avait un taux de sucre et on tenait compte de ce taux de sucre. Maintenant, en fait, on a un taux de sucre et une tendance. Ça veut dire qu'en fonction de la tendance à venir, on peut déjà adapter nos comportements, et en adaptant nos comportements, en fait, on évitait encore des hypos et des hyperglycémies par la suite. Je m'explique. Vous avez, je sais pas, un enfant à midi, il va manger. Il est en hyperglycémie avec la flèche en haut. On sait qu'il va passer l'après-midi à la maison parce qu'il pleut des cordes à l'extérieur. D'office, la maman ou le papa peut déjà décider de faire peut-être plus 0,5 ou plus une unité d'insuline rapide au repas, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir ce comportement et que la tendance est déjà à la hausse. Donc, je parle bien de la glycémie avant manger, hein, pas pendant le repas, pas juste après le repas. Parce que juste après le repas, on est encore dans la postprandiale dans les 3 heures, donc on n'en tient pas compte. Donc, le Freestyle Libre, c'est un lecteur de glycémie, donc sans goutte de sang. Il dure 14 jours sur le bras. Et il délivre toutes ces informations dont nous avons parlé juste à l'instant. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la pompe et le capteur connectés en même temps. Donc, il s'agit donc de la nouvelle génération de pompes connectée à un capteur de glucose simulant l'action du pancréas sain, on l'appelle d'ailleurs le pancréas artificiel. C'est la prise en charge future du diabète de type 1. Donc, on a actuellement 3 pompes exclusivement qui le font. La pompe Medtronic 640G, la Medtronic 780G et la Tandem T-Slim. Donc, la Medtronic, juste pour rappel, en fait, c'est la petite noire que vous avez là. Et la T-Slim, c'est exactement le même principe avec tubulure, mais là, je n'ai pas fait le montage. Voilà, je vais l'allumer. Voilà, vous la voyez là, elle est allumée. Donc, c'est celle-ci. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est 100% tactile. Contrairement à celle-ci qui a des touches, la Medtronic qui a des touches, en fait, la Tandem, elle est 100% tactile. Donc, c'est vraiment la dernière génération. Alors, ça veut dire quoi une pompe connectée? Une pompe connectée, c'est cet écran. Alors, quel que soit le modèle de pompe connectée que vous avez, vous aurez toujours le même écran. Vous avez le taux de glucose qui est affiché exactement comme sur un capteur, donc notamment le Freestyle Libre. Les flèches de tendance dont on a parlé un instant. Vous avez le menu bolus, le menu basal, et ici, vous avez l'insuline active. Vous avez sur la gauche le graphisme, et en haut, vous avez plein de pictogrammes, en fait, qui sont informatifs de l'état actuel de connexion entre la pompe et le capteur. C'est-à-dire, donc à droite, vous avez l'heure. À gauche, la première, toute verte, la bouteille verte, en fait, c'est la batterie de la pompe. Ensuite, vous avez une signalétique avec une antenne verte, c'est pour dire que la connexion est OK. Ensuite, vous avez la quantité de réservoir d'insuline. Ici, vous avez le mode sonnerie. À droite, vous avez le mode calibration. En fait, le mode calibration, c'est que pour certains capteurs, notamment la Enlight pour la Medtronic, régulièrement, 2 fois par jour, c'est-à-dire toutes les 12 heures dans l'idéal, on demande de prendre une glycémie capillaire, de l'enregistrer dans la pompe pour que la pompe
la conserve, la confirme comme étant une bonne glycémie et pour permettre de recalibrer le système si besoin. C'est-à-dire, imaginez que le capteur il détecte une glycémie à 0,80, mais qu'au bout du doigt, vous êtes à 2,50, il va y avoir une différence, un défaut d'information. Et du coup, toute la prise en main de la pompe, en fait, elle va être défectueuse. En tout cas, elle ne va pas correspondre au bon chiffre. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des calibrations, donc 2 fois par jour à peu près, pour assurer le système qu'on est dans des bonnes glycémies et que du coup, ce qu'elle administre est correct. Et à droite, le petit calendrier avec le chiffre 1, en fait, c'est le calendrier qui confirme quand est-ce que se termine le capteur. Donc, le capteur Enlight, notamment, il a une durée de 6 jours. Donc là, on a 1 jour de la fin du capteur, tout simplement. Voilà. Donc, pour les pompes connectées. Donc, l'insuline active, pour en revenir, c'est exactement le même principe que sous stylo à insuline. C'est les fameux 3 heures de durée d'action d'insuline. Cette information, pourquoi elle est sur la page principale? Parce qu'en fait, elle permet aux patients, notamment, mais aussi à l'entourage, de dire j'ai encore de l'insuline qui travaille, donc je vais peut-être attendre un peu avant d'administrer encore une dose d'insuline. S'il me reste, je ne sais pas moi, une unité, mais je suis encore en hyper, peut-être que je vais attendre que ces unités se terminent pour pouvoir rajouter. Donc, c'est pour ça qu'elle est très importante à prendre en compte. Et d'ailleurs, on conseille de la prendre aussi en compte lors des schémas sous stylo à insuline, parce que dans tous les cas, c'est important de laisser finir l'action d'une insuline rapide avant d'en administrer une autre pour voir vraiment où est le problème, si c'est la lente ou la rapide. En l'occurrence, basale ou bolus pour les pompes à insuline. Donc, le système de pompe connectée, on a l'arrêt avant hypo. Donc, l'arrêt avant hypo, c'est quoi? C'est, donc, sur votre graphisme de base, donc c'est le graphisme qui est ici, hein, en rouge avec la courbe bleue. La logique, en fait, est la suivante. Vous avez vos objectifs glycémiques. Donc là, en l'occurrence, c'est 0,70 à 1,80 g. Vous avez la zone cible, comme pour le capteur freestyle libre. Et vous avez ici le graphique. À un moment donné, quand la chute va être trop importante, à plus de 2 mg par seconde, l'insuline va décider d'arrêter l'administration. Donc, elle va décider d'arrêter de l'insuline basale, bien évidemment, puisqu'il n'y a que sur la basale, du coup, qu'elle peut agir, étant donné que le bolus, il est manuel et il est fait à l'instant T. Et ce, pendant 2 heures si besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, de facto, dans sa programmation de base, elle va s'arrêter pendant 2 heures. Mais si jamais l'hypoglycémie survient juste avant le repas, le patient peut très bien décider de reprendre l'administration d'insuline parce que, 1, il s'est resucré et de 2, il va manger. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'arrêter cette administration d'insuline. Par contre, si on est au milieu de l'après-midi, il est en train de descendre, il a l'intention de se resucrer, mais qu'il ne se sent pas encore vraiment en hypo parce qu'en fait, la chute, la pompe, elle arrête l'administration d'insuline avant l'hypoglycémie. Il y a 2 types d'arrêt. Donc là, vous avez l'arrêt de l'injection d'insuline en cas d'hypo, mais vous avez aussi l'arrêt avant hypo, donc il survient juste ici. Donc quand c'est dans la chute, en fait, comme il n'est pas encore en hypo, il n'y a pas besoin de resucrage. Et là, on peut se permettre que pendant les 2 heures d'arrêt hypo, je ne reçois pas d'insuline basale. Au bout des 2 heures terminées, l'administration d'insuline reprend et c'est que quand elle revient dans son confort glycémique, que l'administration d'insuline reprend. Si jamais vous êtes encore en hypoglycémie, elle vous remettra une alarme arrêt hypo, est-ce que je continue d'arrêter l'insuline ou non? Hop. Donc le pancréas artificiel, donc on en a parlé, il s'agit d'une pompe à insuline. Donc actuellement, c'est surtout la Medtronic et la Tandem T-Slim et un capteur de glucose et un terminal. Donc, le terminal, c'est soit, comme je vous ai dit, la pompe à insuline, qui fait office, qui a l'algorithme intégré. Pour d'autres systèmes, on a notamment pour les Dexcom G6, on a un lecteur connecté, en fait, qui permet de faire exactement la même chose que la pompe à insuline et qui convient aux patients qui ne sont pas sous pompe à insuline, mais qui sont uniquement sous stylo, sous injection d'insuline. Donc la 780, pour en parler un peu mieux, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la 640G et de la Tandem. Donc 640G et la 640G et Enlight, pardon. Donc la 640G et Enlight, c'est l'arrêt avant hypo. Donc c'est la génération juste avant la 780. La 780, elle, c'est le pancréas artificiel au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle va gérer les hypos
et les hyperglycémies. Donc, au niveau du graphique, vous voyez, le graphique est un peu différent. Vous avez toujours la cible ici avec les glycémies. Quand vous êtes, alors là, j'ai pas d'hypoglycémie, donc je ne peux pas vous montrer l'arrêt avant hypo, mais quand vous êtes en hyperglycémie, c'est-à-dire quand vous êtes en tendance à la hausse, en fait, ici, la partie violette que vous avez, c'est les adaptations de débit basal de correction automatique. C'est-à-dire que quand il va détecter que la glycémie est en train d'augmenter, il va décider d'administrer un peu d'insuline pour corriger cette tendance à la hausse, pour le ramener dans la cible. Et dès qu'on revient dans la cible, en fait, on n'a plus du tout de correction qui est effectuée. Et quand vous êtes parfaitement dans la cible, comme ici avec ma flèche, en fait, il n'y a pas du tout d'administration d'insuline administrée, c'est-à-dire ni basale, ni bolus. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est du cas par cas en fonction de la glycémie à l'instant T. C'est-à-dire qu'on n'a même plus du basal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un basal qui est préprogrammé parce qu'il faut qu'il ait des informations avant que l'algorithme se mette en place. Mais une fois que le système est autonome et qu'on est en mode pancréas artificiel, quand il décide que la glycémie est correcte, il n'envoie plus de basal. S'il estime que ça commence à monter, il adapte le basal. S'il estime que ça monte trop et que le basal ne convient plus, il fait des bolus de correction. Et après, il revient dans la cible. Et quand il revient dans la cible, comme ici, on n'a plus du tout d'administration d'insuline. Ce système-là est extrêmement efficace. Par contre, il a la particularité de demander la maîtrise de ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. L'insulinothérapie fonctionnelle, en fait, c'est le calcul des glucides des repas, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vous faire tous les calculs, là, la pompe, elle vous demande la seule chose que vous pouvez faire, parce que vous ne pouvez plus faire de bolus spontané, la seule chose qu'elle va vous demander, c'est combien vous mangez de glucides pour prévenir que vous allez manger. Et à ce moment-là, il va proposer un bolus donc de glucides par rapport aux glucides, un ratio, c'est-à-dire, et ensuite il va faire le reste. Mais il ne peut pas deviner quand est-ce que vous allez manger, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il vous demande cette information-là. Donc, ce système métronique, donc la nouvelle génération, comme je vous ai dit, est également lisible sur smartphone, donc sur une application millimètre mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste le graphique de la pompe qui est lisible sur smartphone. Mais le smartphone ne commande pas du tout la pompe à insuline. En tout cas, pas encore. Ça va venir, j'espère. Mais ce n'est pas encore le cas. Et vous retrouvez exactement les mêmes informations. C'est-à-dire, vous retrouvez le graphique, les bonus de correction administrés et en violet, les adaptations de débit basal administrées également. La pompe Tandem T-Slim, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, c'est la pompe 100% tactile qui propose exactement le même graphique. Comme je vous ai expliqué, c'est tout le temps la même présentation. Vous avez toujours les graphiques avec les informations taux de glucose et flèche de tendance. Et la particularité de cette pompe-là, c'est qu'elle se connecte avec le capteur Dexcom G6. Le capteur Dexcom G6 est exactement le même que le Enlight, sauf qu'il a une durée de vie de 14 jours et c'est un des seuls capteurs actuellement sur le marché qui ne nécessite pas de calibration. Donc ça, c'est plutôt génial parce qu'en fait, il ne demande plus du tout de vérifier, c'est-à-dire il est suffisamment fiable pour ne pas demander de calibration, ce qui n'empêche pas d'en faire de temps en temps parce que c'est toujours bon de vérifier, mais il est plutôt bien et plutôt fiable à ce niveau-là. Concernant ce capteur, exactement pour le Minimed, vous avez aussi l'information accessible sur smartphone, mais le smartphone ne commande ni la pompe à insuline, ni le capteur. Donc, avec ce système-là, pour fermer la boucle, c'est-à-dire pour faire le pancréas artificiel, on a besoin du contrôle IQ, l'activité du contrôle IQ. C'est exactement la même chose que la 780, c'est toujours la même chose. C'est la même fonctionnalité, pardon. Entre 112, donc 1,12 g et 1,60 g, on maintient les paramètres de base de la pompe. En hyperglycémie, en fait, il va y avoir une augmentation d'administration d'insuline basale, comme je vous ai expliqué. Et quand ça ne suffit pas à plus de 1,80 g, vous avez l'administration d'un bolus de correction automatique. En hypoglycémie, soit il diminue l'administration de l'insuline basale jusqu'à 0,70. Quand il est en hypoglycémie,
il arrête l'administration d'insuline basale, ce que je vous ai expliqué sur les schémas précédents. Donc, la logique d'une pompe connectée, c'est toujours la même avec un capteur de glucose, quel que soit le capteur de glucose, c'est d'anticiper les hypos et éventuellement d'anticiper les hyperglycémies. Donc, pour anticiper les hypoglycémies, il va y avoir soit l'arrêt avant hypoglycémie, soit l'arrêt hypoglycémie. Et pour anticiper les hyper, il va y avoir l'administration, dans un premier temps, du basal. Et si le basal ne suffit pas, l'administration d'un bolus de correction. Quelques idées reçues. Du coup, pompe et capteur connectés, si j'ai le pancréas artificiel, je n'ai rien à gérer. Alors, vous allez retrouver là sur la droite le petit sondage que je vous invite à remplir pour qu'on puisse y répondre juste tout à l'heure. Deuxième question. Si j'ai le pancréas artificiel, je n'ai rien à gérer. Donc là, on avait le pancréas, je crois. Alors, attendez. J'ai un problème de connexion, je crois, Adeline. Ah, il se passe un truc. En renfort. Alors, en fait, vous pouvez répondre directement au sondage, comme vous expliquez, Anan, sur le côté. Et en fait, la réponse est dans la slide juste après. C'est vous ça. Vous avez quelques secondes pour y répondre, en fait. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous, Anan? Et pour vous aussi, oui. Donc n'hésitez pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une réponse particulière qui se dessine. Donc là, je vais dans le sondage, mais je n'ai pas les réponses, en fait. Tout en haut, normalement, vous avez la réponse du sondage. Et là, on a 88% des personnes qui ont répondu faux. Dans le sondage, tu as un petit œil. Moi, je vais soumettre le vote, donc. Non, mais Adéline va transmettre les résultats. Ok, pas de souci. Du coup, moi, je retourne modérer. Je peux slider Je peux passer? Bien sûr, allez-y. C'est bon? Ok. Moi, je continue la modération. Effectivement, c'est faux. Pour que l'algorithme fonctionne de manière fiable, il faut enregistrer les glucides ingérés, ce que je vous disais, pour que la pompe puisse calculer le bolus. Et il y a également les calibrations à faire pour confirmer le bon fonctionnement du capteur de glucose. Donc, parfait. On passe à la deuxième question. Après un bolus, je peux retirer ma pompe pendant 1 heure. Du coup, je vous laisse revenir au sondage. Je vais attendre un petit peu vos réponses. Alors, moi, je ne vois pas les réponses du sondage. Bon, c'est pas grave, je vais quand même passer à côté, je pense. Il faut que tu ailles soumettre le vote et à côté, Anan, tu as un petit œil. Et là, dans les c'est le petit œil, pardon, autant pour moi. Et tu as faux à 73%. Ah, ok, c'est bon. Alors, la réponse était vraie, malheureusement. Donc, en fait, après un bolus, je peux retirer ma pompe pendant 1 heure. Je vous ai expliqué que le bolus, donc c'est de l'insuline rapide, donc la durée d'action d'insuline rapide, elle est de 2 à 3 heures. Donc, concrètement, pendant 1 heure, en fait, une fois que le bolus est administré, je peux même la retirer entre 2 et 3 heures. On déconseille parce que le basal, il est quand même administré en sous-marin, donc c'est quand même important de la garder. Mais pendant 1 heure, on peut facilement la retirer après un bolus pour 2 raisons. Donc, comme je disais, parce que le bolus agit en 3 heures en moyenne et parce que de manière générale, on autorise un retraitement d'1 heure en moyenne, notamment pour la douche ou les activités aquatiques. Alors, contrairement aux injections d'insuline par silo, je m'appliquerai environ tous les 3 jours sous pompe à insuline. Alors, hop là. Du coup, la réponse est faux, 78%. Alors, la réponse est vraie. Le système de perfusion de la pompe avec tubulure ou le pompe patch, il a une durée de vie de 3 jours. Donc, en fait, ce qui revient en moyenne 2 injections par semaine au lieu de 21 injections par semaine pour une personne qui a 4 injections par jour. C'est énormissime. On a tendance à ne pas prendre compte de cet élément-là qui est pourtant, je trouve, extrêmement important pour le patient, pour le vécu du patient. Et donc, la pompe à insuline, en moyenne, on conseille de la changer tous les 3 voire 4 jours grand maximum avec tubulure. Par contre, pour la pompe patch, donc c'est la petite que je vous ai montrée, elle a une durée de vie de 3 jours. Donc, vous ne pouvez pas dépasser les 3 jours de toute façon.
c'est un gros avantage au niveau du quotidien parce que ça fait beaucoup moins d'injections et du coup beaucoup plus de confort, notamment au niveau cutané. Alors, on va passer au cas clinique. J'espère que ça va pour tout le monde. Alors, cas clinique. Donc, vous avez toujours les sondages sur votre droite, hein, surtout, n'hésitez pas. Donc, Madame Z, 31 ans, est diabétique de type 1 depuis 11 ans. Elle a essayé une pompe à insuline à la découverte de la maladie qu'elle n'a pas supportée à cause du côté encombrant. Elle souhaite aujourd'hui bénéficier de nouvelles technologies. Que pouvez-vous lui proposer? Une pompe filaire, une pompe patch, une pompe connectée, un capteur de glucose. Je vois que ça vote. Voilà, je vois qu'il y a quasiment moitié-moitié pour la pompe connectée et la pompe patch. Alors, en vrai, si vous lui proposez une pompe filaire, ça veut dire qu'elle aura la pompe. Donc, je vous remontre un peu le système. Elle va avoir la pompe, la tubulure et le cathéter. C'est peut-être pas forcément l'idéal pour cette patiente-là qui a déjà essayé la pompe à insuline et qui ne veut pas du côté encombrant. La pompe patch, oui, vous pouvez lui en parler parce qu'effectivement, au niveau de la taille, ça va être un tout petit système, ça ne va pas être encombrant du tout. Une pompe connectée. Alors, n'oubliez pas, une pompe connectée, ça demande une pompe à insuline, un capteur de glucose, plus ou moins des calibrations. Donc, une pompe à insuline filaire, pour le coup, actuellement, on n'a que des filaires, un capteur de glucose et des calibrations continues. Ça veut dire qu'en termes de prise en main de pression au quotidien, ça peut être très encombrant pour elle parce qu'il va falloir qu'elle s'implique vraiment de manière importante dans la prise en charge de son diabète. Et compte tenu de son historique, c'est peut-être pas l'idéal qu'on peut lui proposer. Par contre, un capteur de glucose individualisé, c'est-à-dire comme le freestyle libre, seul au niveau du bras, ça oui, on peut lui proposer puisque ça lui permettra d'éviter les glycémies au bout du doigt, donc de limiter l'encombrement avec le lecteur de glucose, avec le lecteur de glycémie, plus l'autopiqueur, plus les bandelettes. Elle aura juste le capteur et elle pourra même se scanner avec son smartphone. Donc, effectivement, plutôt la pompe patch et un capteur de glucose. Deuxième cas concret, donc on a Arthur qui fait sa rentrée en 6e. Il est très inquiet concernant le quotidien avec le diabète, notamment à la cantine. Vous êtes infirmière libérale. Qui le prend en charge? Quelle action pouvez-vous entreprendre? Venir le chercher dans sa classe, le retrouver dans une pièce mise à sa disposition pour vous, organiser un rendez-vous avec le professeur principal pour faire le point, accompagner Arthur à la cantine, lui proposer de venir avec un camarade pour le soin, vérifier la trousse de secours de l'école. Alors, vous pouvez répondre plusieurs choses à la fois. Alors, j'ai exclusivement le retrouver dans une pièce mise à disposition et organiser un rendez-vous avec le professeur principal. Alors, effectivement, il faut se rappeler que 6e, c'est une année qui est extrêmement compliquée, extrêmement importante, puisque c'est la découverte de la nouveauté. On devient les petits des grands, entre guillemets, et alors qu'on était les grands juste dans l'école d'avant, en CM2. Donc, c'est très important de ne pas rendre les choses difficiles pour l'enfant et de plus s'adapter à Arthur pour le coup que Arthur qui s'adapte à vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc effectivement, venir le chercher dans sa classe, ça peut être très désagréable puisqu'il peut être pointé du doigt. Le retrouver dans une pièce mise à disposition pour vous, c'est ce qu'il faut faire le mieux. Et pour cela, il faut organiser un rendez-vous en amont avec le professeur principal pour faire le point et voir comment vous pouvez vous organiser pour le récupérer, pour qu'il vous retrouve dans cette fameuse pièce. Après, accompagner Arthur à la cantine, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, lui proposer de venir avec un camarade pour le soin, ça, c'est très important. On a très souvent tendance à oublier, mais entre le moment où il sort la classe et le moment où il vous retrouve au niveau du bureau, Arthur peut faire une hypoglycémie. Donc, il se retrouve seul avec cette hypoglycémie. Donc, c'est très important de voir s'il est possible qu'il soit accompagné d'un camarade de classe pendant ce laps de temps, mais également pendant le laps de temps entre la pièce où vous avez fait le soin et l'aller vers la cantine.
puisque c'est pareil, vous venez de faire un bolus en l'occurrence, donc c'est important qu'avec son camarade, il passe directement manger et qu'il ne s'amuse pas à s'amuser tout simplement ou qu'ils ne font pas la queue pour aller manger. Donc on a tendance à oublier, mais proposer un camarade pour le soin, pour l'accompagner pour le soin, c'est très important. Tout comme il faut en amont organiser un rendez-vous avec le professeur principal et le retrouver dans une pièce mise à disposition. Alors je vois qu'il y a 8% de réponses pour vérifier la trousse de secours de l'école. Alors oui, effectivement, c'est vrai que c'est les parents qui ont cette responsabilité, mais c'est vous qui allez intervenir à l'école. Donc je pense que c'est important pour vous d'avoir tous les outils nécessaires à l'école. Notamment, ce qui revient le plus souvent, les petites bandelettes d'acétone. Les bandelettes d'acétone violettes, je ne sais pas si vous les voyez, violettes à l'écran, chez moi elles sont un peu bleues. Elles sont extrêmement importantes puisque c'est via les bandelettes d'acétone que vous allez savoir si le mécanisme de pompe à insuline fonctionne correctement et si vous devez changer le mécanisme ou pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la trousse de secours, vous devez avoir de l'insuline rapide, mais également une pompe de rechange si c'est un pod, si c'est les pompes patch, mais un réservoir, une tubulure, un cathéter, les bandelettes de glycémie au cas où le capteur se déconnecte, il ne marche pas, donc il faut que vous puissiez faire une glycémie, les bandelettes d'acétone et l'autopiqueur également. Donc ça, ce sont des choses qui, normalement, nous, en tant que prestataires, on le propose spontanément aux parents et on le fait avec eux. Mais au fil de l'année, en fait, des fois, ils utilisent, vous, en tant qu'infirmière libérale ou infirmier libéral, vous utilisez des outils et c'est important de rappeler, quitte à mettre un petit mot dans le carnet, pour rappeler qu'il faut remettre les choses dans la trousse de secours pour sécuriser cette année, tout simplement. Alors, dernier petit cas concret. Alors, Inès, 16 ans, est en terminale, porteuse d'une pompe à insuline Medtronic avec le système arrêt avant hypo. Voici ces données, qu'en pensez-vous? Donc ça, ce sont les graphiques de Inès. Vous avez le téléchargement de la pompe avec le capteur de glucose. Et vous avez ces graphiques-là, qu'en pensez-vous? J'ai pas de... Hop là. J'avais pas... Pardon. Excusez-moi. J'ai été trop vite. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le tableau, parce que le mien, il est un petit peu coupé. Donc, vous avez en haut, en fait, le graphisme récapitulatif. Ici, en bas, vous avez le graphique par moment de la journée. Donc, nuit, petit déjeuner, déjeuner après-midi, dîner. Et en bas, vous avez des informations, ce sont des moyennes. Donc, concrètement, ce qu'on voit quand on lit ce graphique. En premier lieu, on voit l'estimation de l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée est à 7,9, je crois, je ne lis pas très bien d'ici, à 7%. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt pas mal. On regarde le ratio basal-bolus. Donc, le ratio basal-bolus, c'est le rapport entre la dose de basal et la dose de bolus sur 24 heures. C'est un élément qu'on prend énormément en compte parce qu'il est significatif d'un bon équilibre glycémique ou pas. C'est-à-dire que si vous avez 100% de basal et 0 bolus, ça veut dire que c'est votre basal qui fait tout le travail, alors que ce n'est pas du tout son rôle. Et si au contraire, vous avez 70% de bolus et 20% de basal, ça veut dire que vous avez beaucoup trop de bolus, donc vous faites son travail, alors que c'est le rôle du basal. Donc ça, c'est des choses qui sont vues soit par le prestataire de service, soit avec le médecin, mais c'est des choses qu'il faut tenir compte quand vous avez un déséquilibre que vous n'arrivez pas à gérer ou à comprendre, parce que ça peut expliquer énormément de choses. Ensuite, on regarde les moyennes glycémiques. On regarde si la moyenne glycémique est correcte ou incorrecte par rapport à l'hémoglobine glyquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hémoglobine autour de 7%, c'est une moyenne glycémique autour de 1,50 g. Quand on a plus de 8%, on est à 2 g de moyenne. Quand on a plus de 8,50, on est entre 2,50 et 3 g de moyenne. Donc, ça donne une cohérence des choses. Ensuite, vous avez la courbe. Donc, la courbe moyenne, là, c'est la courbe qui est verte. Et quand on lit la courbe moyenne, on voit quoi? On voit que la cible, en fait, c'est ce qui est en bleu juste en dessous. Que finalement, Inès, elle redescend relativement bien en postprandial, puisque à chaque fois, on a cette fameuse petite bosse qui permet de dire qu'elle descend bien en postprandial, mais qu'elle reste relativement en hyperglycémie le reste du temps. Donc, quand on a ce genre
courbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le basal est insuffisant, mais que les bolus ont l'air de fonctionner correctement et un peu trop au petit déjeuner, puisqu'elle est limite en hypoglycémie tous les midis, entre 10h et midi. D'accord? Et le dernier point, on regarde la durée d'arrêt capteur. Parce que c'est cette durée-là aussi qui va nous dire s'il y a souvent des arrêts capteurs. Donc, ce qui peut expliquer que s'il y a beaucoup d'arrêts capteurs, il peut y avoir des hyperglycémies réactionnelles aux arrêts capteurs. Et du coup, on peut avoir un déséquilibre lié à ça. Dans ce cas-là, on résout en priorité le problème des hypos. Comme ça, on est beaucoup moins d'arrêts capteurs. Et si on a moins d'arrêts capteurs, donc moins d'hypo, moins de resucrage, moins d'arrêt avant hypo et moins d'hyper en postprandial. OK? On prendra ça tout à l'heure en question éventuellement si jamais il y a besoin. Alors, en conclusion, donc à venir, il y a de formidables innovations thérapeutiques. La boucle fermée, c'est le futur pancréas artificiel. Le patient, actuellement, il est vraiment au centre de la prise en charge de la maladie du diabète, avec des nouveaux statuts de patients experts, si vous en avez entendu parler. Donc, ce sont des patients qui témoignent de plus en plus de leur expérience, de leur quotidien, et c'est grâce à eux, et uniquement à eux, qu'on arrive à avancer au niveau des technologies, mais au niveau surtout de la prise en charge du diabète au quotidien, au niveau des adaptations des doses, au niveau des adaptations selon les activités, selon les événements de la vie quotidienne, les situations de la vie quotidienne. Et vous, en tant qu'infirmière libérale, peut-être seriez-vous une future infirmière connectée. En tout cas, il y a de fortes chances, parce qu'il y a de plus en plus de patients diabétiques actuellement connectés. Et ce qui est important, c'est s'informer pour se former pour une bonne prise en charge du patient. Merci de votre écoute. Super, merci beaucoup Anan pour toutes ces informations vraiment très claires. Alors avant de passer aux questions, je voulais juste faire un petit mot sur ta formation diabète, sur le diabète, la prévention et la prise en charge. On parle un petit peu du diabète de type 1 et aussi du diabète de type 2. Donc cette formation a été conçue pour faire prendre conscience à l'infirmière de son rôle majeur en fait dans la prévention, dans l'accompagnement du patient diabétique et pour donner en fait quelques moyens pour guider le patient dans son parcours de soins qui est pas toujours simple. Et puis surtout en lien aussi avec toutes les recommandations et les nouveautés qu'il peut y avoir d'informations. Alors, on sait que le parcours de soins du patient diabétique est quand même complexe, que c'est une maladie chronique qui peut vraiment évoluer d'année en année. Et qu'il peut y avoir beaucoup de complications si le diabète est pris en charge pas trop comme il faut. Donc, il peut y avoir beaucoup d'atteintes au niveau des nerfs, malperforants plantaires, tout ça. Donc, c'est vraiment important de se mettre à jour pour être justement dans le préventif. Donc, dans ta formation, tu reviens un petit peu sur tout ça et puis surtout, elle est vraiment ponctuée d'exemples concrets, de situations cliniques. Et je rappelle en fait que toutes les formations chez Santé Academy peuvent se suivre par rapport à votre PC, mais aussi sur votre téléphone mobile, sur votre tablette. Donc, c'est hyper pratique. Vous pouvez la faire quand vous voulez. Vous avez 1 mois. Et en fait, tout est séquencé par petites vidéos. Et c'est super facile. En plus, elle est hyper facile à regarder parce que tu es vraiment experte dans ce domaine et c'est vraiment agréable. Et il est maintenant venu le moment des questions. Et alors, vous avez été super productif. Franchement, merci beaucoup parce que on a énormément de questions. Alors, je vais pouvoir les poser. Déjà, il y a quelques questions qui sont sur les enfants. Alors, est-ce que tu utilises beaucoup, en fait, ces pompes sur les enfants? À partir de quel âge? Et comment fais-tu pour former ces enfants? Est-ce qu'ils sont autonomes à la pompe? Enfin, ça dépendra de leur âge, je pense. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur les pompes et les enfants? Alors oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai une spécialité en pédiatrie, c'est pour ça que je parle beaucoup des enfants de manière assez spontanée. Je m'occupe aussi des adultes, mais j'ai une file active beaucoup plus importante d'enfants. Il n'y a pas d'âge pour les enfants, malheureusement, j'ai envie de dire, le plus jeune qu'on a équipé d'une pompe à insuline avait 6 jours de vie, que j'ai connu lorsque j'étais infirmière d'éducation à Robert-Debré. Et aujourd'hui, le plus jeune que j'ai en charge, il a 16 mois. Donc, il n'y a pas du tout d'âge parce que malheureusement, il n'y a pas d'âge pour déclencher cette maladie, notamment le diabète de type 1.
Et en fonction des âges des enfants, en fait, soit on va s'adresser uniquement à l'enfant, soit on va s'adresser plutôt aux parents et à l'entourage. Donc, par là, j'entends qu'à partir de 10-12 ans, on commence à demander à l'enfant d'être capable d'alerter, de gérer un peu les hypos, de gérer un peu les hyper en termes d'alerte, mais de toujours s'adresser aux parents. Plus jeune, on laisse la main aux parents à 100%, très souvent. Et chez les adolescents, préadolescents, comme ils ont plus envie qu'on les laisse tranquilles, on essaie plutôt de faire des phases tests. Moi, ce que j'appelle des phases tests, c'est-à-dire que je leur dis, cette semaine, tu gères totalement. Au bout d'une semaine, on regarde le temps passé dans la cible. Et si c'est plutôt pas mal, on continue. Si c'est moins bien, les parents ils jetent un coup d'œil une fois par semaine, des petites choses comme ça. Après, on personnalise vraiment énormément en fonction de la situation familiale de l'enfant et des compétences des parents aussi, parce que ça reste un choc. C'est vraiment un choc, la découverte de la maladie. Et on n'est pas forcément préparé. Et il y a des parents qui, sur le coup, n'y arrivent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on se repose beaucoup sur les infirmiers et infirmières libérales. Je pense que les infirmiers peuvent en témoigner. Parce qu'on sait que le début, il n'est pas bon et qu'il vaut mieux y aller tout doucement pour que les choses se mettent en place. Très bien. Je voulais juste préciser que cette formation, effectivement, est bien prise en charge par le DPC. N'hésitez pas à appeler les Customer Care qui vous indiqueront un petit peu la manière de faire. Alors, il y a d'autres questions aussi qui tournent un petit peu autour de cette thématique. C'est en fait, quels sont les critères d'éligibilité aux pompes? Parce que c'est vrai qu'on est encore fort ancré sur l'équilibre alimentaire, le diabète. Est-ce qu'il faut être équilibré au niveau de son alimentation pour avoir une pompe? Ou est-ce qu'il faut… On a compris que c'était plutôt le type 1, donc le diabète insulinodépendant. Mais est-ce qu'il y a des critères à proprement parler par rapport à ces nouvelles pompes? Alors, en fait, les textes de loi disent que pour être pris en charge sous pompe à insuline, il faut soit avoir un antécédent d'hypo sévère, soit être sous multi-injection depuis 6 mois avec une hémoglobine liquide supérieure à 8%, soit avoir un facteur d'acidocétose, une hospitalisation. Donc, ces 3 critères qu'il ne faut pas forcément avoir en même temps. Donc, du coup, ça laisse beaucoup de possibilités. Donc, dans la logique, on devrait voir de plus en plus de patients insulinodépendants sous ce type de pompe. Tout à fait. Dans la logique, non seulement… Alors, il faut savoir que la pompe à insuline, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Ah voilà, c'était une question aussi qui était demandée. Voilà. Tout à fait. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, tout comme les nouveaux capteurs connectés. Donc, spontanément, naturellement, on va avoir de plus en plus de patients équipés et de plus en plus de patients sous pompe à insuline. Comme je pense, vous avez dû avoir une vague de patients sur Freestyle Libre. Dès que ça a été remboursé, ça va être exactement le même principe. Après, j'ai une question aussi, c'est surtout sur le système en fait. Est-ce que c'est possible que le capteur se désadapte ou s'arrache ou s'enlève? Et si c'est le cas, du coup, est-ce que ça pose souci dans la surveillance si on repose l'aiguille? Et quelle conduite en fait à tenir par rapport à le fait que ce soit désadapté en fait? Alors oui, ça reste de la technologie, ça reste des outils thérapeutiques. Donc effectivement, le capteur peut se déconnecter, le cathéter peut se déconnecter, ça peut arriver. Est-ce que c'est une urgence vitale en soi? Non, dans le sens où vous pouvez tout de suite après poser un nouveau capteur ou poser un nouveau cathéter. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est juste agir. Sur le coup, ça se désadapte, il ne va rien se passer. Ça n'envoie pas de l'insuline de manière spontanée parce que le système s'est déconnecté. Donc, ce qu'il faut, en fait, quand un capteur se déconnecte, soit vous en avez un sous la main, vous le reposez, soit vous n'en avez pas, vous faites la surveillance glycémique au bout du doigt, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci pour ça. Côté cathéter, si un cathé s'est déconnecté, soit vous le reposez tout de suite après, soit vous ne pouvez pas le reposer tout de suite après. Et normalement, vous avez un protocole de prescrit qui consiste en l'administration d'une insuline rapide. Et vous avez du coup, grâce à l'insuline active, vous avez ces fameux 3 heures pour reposer un cathéter parce que vous allez administrer une injection d'insuline rapide qui va travailler pendant ces 3 heures et qui va compenser un petit peu le manque de basal et de la pompe. Ok. Il y a Jamel qui demande aussi, est-ce qu'une personne diabétique qui est en insuffisance rénale chronique peut aussi en bénéficier et est-ce que c'est avantageux aussi pour elle?
Alors oui, toutes les personnes vraiment diabétiques de type 1 peuvent en bénéficier à partir du moment où il y a, ce que je vous ai dit, la prise en charge par rapport au texte de loi, mais il y a aussi une demande des médecins parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme un peu toutes les technologies, malheureusement, on a tous nos habitudes. Donc, les médecins aussi. Donc, on a des médecins qui sont pour la pompe et d'autres qui sont un peu moins pour. Il y a des médecins qui voient des avantages, d'autres qui voient des inconvénients. Alors, c'est juste à discuter, à dialoguer avec les médecins. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la prescription initiale doit être faite par un diabétologue. Par contre, ça, c'est obligatoire. Un médecin traitant ne peut pas prescrire de pompe à insuline. C'est un diabétologue qui doit prescrire la pompe à insuline ou un endocrinologue. Ça revient au même. Et ensuite, les suivis, c'est une fois tous les 6 mois, voire une fois tous les ans. Donc, la question, c'était, est-ce que par rapport à l'insuffisance rénale chronique, ouais. Voilà. Par rapport à l'insuffisance chronique, au contraire, en fait, la pompe à insuline, l'idée de la pompe à insuline, c'est pas juste d'avoir un gadget. L'idée, c'est d'améliorer son équilibre glycémique. Donc, qui dit amélioration de l'équilibre glycémique dit diminution des complications. Donc, si grâce à ça, on diminue les complications d'une personne qui a déjà une insuffisance rénale chronique, si en plus on peut éviter qu'elle se fasse une cécité, une amputation, une perte de la sensibilité, etc., au contraire, il faut en profiter. Ok. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une histoire aussi de consommables, je pense? Est-ce que la sécurité sociale rembourse un certain nombre de consommables? Est-ce que c'est les prestataires qui fournissent un petit peu tout ça? Comment les patients, en fait, arrivent à se fournir tout ce matériel? Alors, toutes les pompes à insuline consommables comprises sont prises en charge donc à 100%, par les prestataires de services. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pompe, on la met en location. Par contre, tous les consommables sont à usage unique. Alors, effectivement, dans la théorie, normalement, c'est 10 cathéters ou 10 potes par mois, puisqu'on change une fois tous les 3 jours. Dans la pratique, on a des patients qui ont de gros besoins d'insuline, qui consomment beaucoup plus, et d'autres qui ont beaucoup moins de besoins d'insuline et qui préfèrent changer tous les 4 jours que tous les 3 jours. En tant que prestataire, on ne fait pas énormément attention à ça. On n'est pas en fait en train de compter. On essaie juste de faire en sorte que ça convienne aux patients, que ça convienne aussi à la sécurité sociale, hein, malheureusement, parce que voilà, ils font quand même le décompte. Mais il n'y a pas de restriction pure et dure sur les quantités d'insuline. Moi, je sais que j'ai des patients de type, parce que je suis aussi infirmière prestataire, j'ai des patients diabétiques de type 2 qui sont sous pompe à insuline, qui ont des gros besoins en insuline. Et du coup, comme c'est trop contraignant et que ça fait changer la pompe en fait quasiment tous les jours, les consommables tous les jours, ce qu'on leur propose, c'est de faire par exemple la lente au stylo et de garder les consommables pour les bolus tout le long de la journée au repas. Ok. Donc, ça leur permet d'avoir un petit peu du 50-50. Après, on s'adapte vraiment aux patients. Et quelle est la durée de l'accompagnement du prestataire auprès du patient une fois que la pompe est installée? Est-ce qu'il y a une durée à proprement parler? Alors, la LPPR, donc la loi de registre de la sécurité sociale, demande qu'il y ait à l'installation de la pompe, avant l'installation de la pompe, il y ait 2 rendez-vous préalables qui nécessitent la formation matérielle. Donc là, en principe, on essaye de voir s'il y a une IDL qui est prévue. Une IDL de prévue, on essaye de les mettre en place à ce moment-là pour qu'ils participent à ces formations. Ensuite, on est là à la mise sous pompe. Ensuite, on fait le suivi à 1 mois, puis à 3 mois, puis encore à 3 mois, c'est-à-dire du coup à 6 mois de la mise sous pompe. Et chez les adultes, c'est un suivi tous les 6 mois. Et le suivi tous les 6 mois perdure tant qu'il y a une pompe à insuline. D'accord. Donc, ça veut dire que ça peut être à vie si le patient a la pompe à insuline à vie, tout simplement. En pédiatrie, par contre, c'est tous les 3 mois et non pas tous les 6 mois, parce qu'un enfant, ça grandit tellement vite que les besoins changent très vite aussi. Donc, du coup, il faut s'adapter à chaque fois. Tu m'étonnes. Et puis, alors, peut-être un petit peu plus technique, quel est le ratio entre le basal et le bolus idéal? Alors, chez les adultes, en moyenne, c'est 30% de basal, 30 à 40% de basal et 50 à 60% de bolus. Ça dépend si on a des gros mangeurs ou pas, comme qui dirait. Après, chez les personnes très, 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 très sportives, on peut avoir des 20% de basal parce qu'en fait, ils consomment tellement, tellement, tellement d'énergie au quotidien qu'on va avoir l'impression qu'ils ont trop de bolus, mais en fait, c'est parce qu'ils vont manger plus de féculents pour tenir et le reste du temps, ils n'ont pas besoin beaucoup parce qu'ils bougent beaucoup. D'accord. Chez l'adolescent, on est plus sur du 50-50.
Chez l'enfant, on est plus sur du 60% de bolus et 30% de basal le plus souvent. Un petit peu moins, mais ça dépend des enfants, ça dépend de leurs âges aussi. Ok. Et pour bénéficier du remboursement du freestyle libre, est-ce qu'il faut être en multi-injection? Oui, malheureusement, oui, c'est les textes de loi initiaux. Alors, je sais que c'est en cours de changement. C'est vraiment en cours de changement. Donc là, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans 3 à 6 mois grand maximum, ils vont ouvrir la prescription du freestyle libre au diabète de type 2. Donc, restez connectés, comme je dirais. Restez vigilants parce que ça ne va pas tarder et je pense que c'est génial parce que les petits mamies qui se piquent. Moi, j'ai des petits patients. Alors, il faut être soit diabétique de type 1 pour bénéficier du remboursement, soit être sous multi-injection pour bénéficier du remboursement. Mais j'ai des petits papis et mamies qui sont sur diabète de type 2, qui sont pas sous multi-injection, mais qui sont responsables. Non, ce sont les petits-enfants, qui sont responsables. Et en fait, le nombre, ils sont tellement angoissés, les pauvres qui piquent leurs grands-parents, mais 10 000 fois. Et je me dis que j'ai vraiment hâte que le remboursement se fasse et je pense qu'il va se faire très, très prochainement. Donc voilà, restez connectés. Et on a une question aussi de Séverine qui demande en fait s'il y a une formation des infirmiers libéraux pour la prise en charge des patients avec une pompe au service à domicile. Est-ce qu'il y a une formation spécifique qui est donnée aux infirmiers libéraux sur les pompes? Mais écoutez, peut-être bientôt sur Santé Academy. Premièrement. Après, non, malheureusement, il n'y a pas de… En fait, très souvent, les patients sous pompe à insuline, c'est les prestataires qui les forment au moment de la mise sous pompe. Sauf que, faut être honnête, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Et très souvent, les IDEL qui interviennent auprès d'un patient, ils sont sur un rythme très riche, très contraignant. On n'a pas forcément non plus beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on ne donne pas toutes les informations. J'avoue, je confirme là-dessus. Donc, j'espère que prochainement, il y aura une formation en ligne accessible pompe à insuline pour les infirmières libérales parce que je pense que ça peut être que bénéfique. C'est une très bonne idée, tout à fait. Et on finira peut-être on va finir sur une dernière petite question. C'est comme on a toujours de l'insuline qui… voilà, on a le basal et on a aussi l'insuline bolus. Est-ce que du coup l'alimentation redevient normale ou il y a vraiment quelque chose comme avant en fait à faire attention à tes calculs et à tes ratios, ou est-ce que du coup les gens ont un peu leur vie un peu plus normale entre guillemets Alors, ce qui est marrant, c'est que cette question elle revient très souvent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient diabétique de type 1 notamment doit manger comme tout un chacun, c'est-à-dire tout simplement équilibré. Il n'y a pas de restriction alimentaire dans le diabète de type 1. Il n'y en a pas non plus dans le diabète de type 2, mais dans le diabète de type 2, comme on part du principe que le pancréas a du mal à fonctionner, notamment dû au surpoids, tout le monde n'a pas de surpoids, on conseille un petit régime alimentaire pour perdre du poids, pour faciliter la sécrétion d'insuline, ce qu'on ne peut pas proposer dans le diabète de type 1. Donc, dans le diabète de type 1, je pense vraiment que c'est important de faire entendre qu'il n'y a pas de restriction et qu'au contraire, plus on mange équilibré, plus on mange tout, moins on se sent privé, tout simplement. Et puis, en fait, on prend bien en charge son diabète parce qu'on se rend compte que finalement, que ce soit Noël ou que ce soit Pâques, nous aussi, on a droit à notre part de chocolat et que tant mieux, ça fait plaisir et ça fait du bien. Il y a encore beaucoup de croyances, je pense. Tout à fait. De ça. Bon, en tout cas, Anan, vraiment merci. Tu as vraiment aussi plein de merci des participants qui ont été ravis de ce webinaire et de ce sujet. Merci aux participants d'avoir été là. C'est un sujet qui intéresse, à savoir aussi, puis pour ton temps précieux avec nous, c'est vraiment super, en sachant que d'ici 2 jours, en fait, le replay sera sur votre boîte mail. Donc, vous pourrez revoir aussi ce webinaire. Et vous pouvez aussi retenir la prochaine date qui sera le 14 octobre sur la NGAP et notamment sur la MAU. Donc voilà, Manon nous met les bonnes dates. Et puis donc voilà, vous pouvez aussi vous inscrire, n'hésitez surtout pas. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi si nombreux ce webinaire. Merci Anan. Et puis je pense qu'on Merci à vous d'avoir présenté et proposé ce webinaire. Merci aux participants.
Et merci à Santé Academy d'avoir mis en place cette formation. Avec plaisir, on était ravis d'être avec toi et on souhaite une excellente journée à tout le monde. Et puis on vous dit à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.